Aujourd'hui, on va regarder la vidéo du canard réfractaire à l'origine du printemps républicain numéro 1. Le printemps républicain, le fameux printemps républicain en mode oui, on voit pas les couleurs, oui, on voit pas les religions, mais comme par hasard, c'est quand même les musulmans, les arabes et les noirs qui se font emmerder, mais c'est vraiment du pur hasard. Comment la gauche de gouvernement a trahi toutes ces idéaux, à commencer par l'universalisme, qu'ils ont transformé de l'universalité réelle à l'universalisme, c'est-à-dire niquez-vous les noirs et les arabes. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça fait littéralement 3 ans qu'on veut parler du printemps républicain au canard réfractaire. Bon, pour vous, c'est peut-être un truc un peu flou, vous voyez pas trop qui ça concerne. Pour nous, c'est un des acteurs majeurs du pourrissement du débat public en France et de tous les débats à la con autour de la laïcité. Oui, parce que si jamais vous êtes trop jeune, trop vieux ou pas politisé du tout, il y a aucun problème, hein, bienvenue, n'hésitez pas à rester, ça fait plaisir. On se rend pas compte à quel point les années Hollande ont été déterminantes dans le tournant mortifère, fasciste, encore plus néolibéralisme qu'il y a eu en France. Déjà par la déchéance de nationalité, par les cadeaux faits aux patrons sous un gouvernement qui était censé être de gauche, donc pas mal d'aspirations de gauche brisées, d'espoirs déçus. Hollande c'était censé être l'anti-Sarko, en tout cas c'est un peu comme ça qu'il se vendait à l'époque. Sarko, le président bling bling, raciste, qui reprend des propositions et des façons de parler du FN, et à l'opposé, le président normal qui va en train, qui a une petite tête de bonhomie sympa, qui veut faire le match pour tous, tout ça. Donc voilà. Sauf que, il a tout trahi à ce niveau-là et à plein de niveaux, et dont le printemps républicain qui est le sujet d'aujourd'hui. Et on se rend pas compte à quel point il a failli tuer la gauche, Hollande, en fait, si on n'a pas été dans ces années-là. Et aujourd'hui, c'est cette même réinterprétation de la laïcité qui fait que sur de nombreux plateaux télé, on pleure toujours les victimes israéliennes des attentats du 7 octobre, mais sans désapprouver une seule seconde la tentative de génocide que mène depuis le gouvernement israélien. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Alors, j'ai oublié de prévenir, mais trigger warning Manuel Valls, trigger warning François Hollande, trigger warning Beethoven, comment ça se prononce son nom de merde à lui. Et d'ailleurs, je profite de la petite vidéo du Glupatate pour vous dire, n'hésitez pas à donner au Tipeee de Glupatate qui veut se professionnaliser et essayer d'être un plein temps, il fait du très bon taf, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ne serait-ce que voir sa chaîne, soutenir. Mais oui, comme d'hab, le bouhouhouhouhou, les méchants palestiniens qui ont osé détruire des trucs alors que les gentils israéliens ils se sont défendus, ça fait plus d'un an qu'ils se défendent et on parle de génocide, mais bon ouais, c'est de la défense. Le printemps républicain, c'est tout un dogme qui se répand de plateaux télé, en journaux et en radio. Et leur objectif, c'est d'aller au plus proche du pouvoir. Et pour ça, ils sont prêts à servir la soupe à n'importe qui pouvant les en rapprocher, quitte à trahir tous leurs engagements d'origine. Oui, parce que le printemps républicain, ça faisait partie de l'une des stratégies à gauche, la gauche socialiste, etc., qui était, le pays se droitardise, il faut récupérer des voix à la droite, il faut gouverner au centre, en fait, il faut gouverner au centre, puis c'est aussi en réaction à Charlie Hebdo, au Bataclan, etc. Et le printemps républicain, c'était vraiment une vraie stratégie d'une partie de la classe politique pour vraiment soit rester ou soit accéder au pouvoir et avoir la main mise là-dessus. Ça a flop de façon monumentale, pétard mouillé le truc, mais c'était une stratégie. Et le problème c'est que même si ça a flop, ça a malgré tout eu des impacts concrets et durables sur notre société, la saucisse, et sur le champ politique et les acteurs et actrices politiques. Aujourd'hui, on s'attaque enfin à ce gros morceau dans une trilogie chronologique et idéologique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se fasse la partie 2 et la partie 3, si jamais vous avez l'air de kiffer, que moi aussi, tout ça, on fera sûrement les deux autres, mais c'est intéressant. Après 2002, bien évidemment 2002, ça a été vraiment une des dates clés d'un changement brutal, enfin pas brutal, mais d'un changement significatif de modèle sociétal, politique, etc. Mais bon, ils vont en parler, j'imagine. Le fameux au deuxième tour, évidemment. En 2002, le Parti socialiste est éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. Et à partir de là, c'est le grand flou dans le monde politique, et en particulier à gauche. Comment se reconstruire après cet échec ? Bon, alors le Parti Socialiste sait plus trop où se mettre, et il y a un de ses nouveaux pontes qui a sa petite idée. Alors, ce nouveau ponte, encore une fois, trigger warning Manuel Valls, ce nouveau ponte, c'était aussi l'une des personnes qui a conseillé Jospin pendant la campagne de 2002, et qui lui a dit de faire quelque chose de plus à droite, de plus sécuritaire. Donc on a déjà les prémices du printemps républicain, avec le Valls de cette époque. On a déjà le prémisse de faut parler plus à la droite, faut être au centre, la sécurité, tout ça, machin, c'est ce qui va parler
parler. Sauf que, le problème, c'est que ça ne marche pas, tout simplement parce que déjà, je vais boire de l'eau, voilà. Même sans parler de ça, ça ne marche pas déjà parce que, en fait, si tu veux imiter la droite, pourquoi les gens voteraient pour toi? Pourquoi, si t'es de gauche et que tu veux imiter la façon de parler de la droite, les valeurs de la droite, les propositions de la droite, pourquoi les gens voteraient pour toi alors qu'ils peuvent voter à droite, déjà? Et ensuite, il y a eu tout ce qui est le gouvernement Jospin, c'était le gouvernement sortant, il y a eu certes les 35 heures, mais aussi les privatisations, donc beaucoup de déceptions, le fait qu'il se soit dit qu'il était naïf de lui-même, le fait qu'il y ait beaucoup de candidatures à gauche à ce moment-là, mais tout ça pour dire qu'il y avait eu vraiment une cassure et que Valls a vraiment pas mal pourri le parti à l'époque, un parti qui était un peu paumé après pas mal d'années de mitterrandisme, après les années Jospin, on faisait du centre-gauche de plus en plus à droite, et après tout simplement en fait, que fait le PS? Est-ce que le PS va essayer d'aller plus vers sa gauche, comme le proposent des gens comme Hamon ou Mélenchon à ce moment-là, qui sont encore au PS, ou plus vers sa droite, comme le proposent des Valls, des Hollande, etc. Il leur alerte, ils vont aller plus vers la droite. Que ça va marcher? D'un point de vue court-termiste? Oui. D'un point de vue long terme? 2% en 2022, on se rappelle. C'est Manuel Valls. Et d'après lui, il ne faut pas laisser la thématique de la sécurité à la droite. En plus, c'est le maire d'Evry à l'époque, donc il est vraiment crédible dans ce rôle-là. Et au PS, c'est une parole assez neuve. Et il a pas tort sur le principe qu'il faut pas laisser les thèmes sécuritaires à la droite. Sauf qu'il y a une différence entre laisser les thèmes sécuritaires à la droite, dire « Ouais, nous on est à gauche, la sécurité, ça nous intéresse pas, allez, les libertés, go, le social, etc., la sécurité, ça nous intéresse pas. » Et dire « Oui, on va parler de sécurité, mais comme quelqu'un de gauche, on va aborder la sécurité avec nos thématiques de gauche, notre manière de parler, notre vision de la sécurité en fait. Il y a une différence entre les deux. Parce que si jamais encore une fois, si tu parles de la sécurité comme quelqu'un de droite, pourquoi on voterait pour toi et pas pour la droite? Moi je suis d'accord après sur le principe de se dire non mais faut parler de sécurité, c'est important. Par contre, faut pas se laisser gaslight par justement un discours dominant, que ce soit dans les médias, qui était beaucoup moins à l'époque en plus qu'aujourd'hui, que ce soit par les adversaires politiques. En fait, faut pas forcément, là où le PS a fait une énorme erreur, je trouve, c'est, parmi d'autres évidemment, c'est le côté se laisser dicter son agenda politique, se laisser dicter comment parler, à qui parler et de quoi parler. Ça a été une énorme erreur du PS, de croire que il aurait juste fallu aller dans les polémiques du moment, dans les façons de penser du moment et tout, sans tenir la ligne, sans avoir les convictions et la force politique de tenir la ligne même quand c'était pas le bon moment, comme le fait LFI, comme le fait le NPA, comme le fait même le FN dans l'autre champ politique, dans le sens où tu peux modifier certaines choses, mais la pierre angulaire, la colonne vertébrale de tes valeurs et de ton parti doivent rester. Là où le PS ne l'a pas fait. Entre Mitterrand et les années Hollande, il y a quand même pas mal de changements, et des changements même au point de vue de la racine de ce qu'est le PS, et ça c'est une énorme erreur qu'ils ont fait de beaucoup de points de vue, mais dont le point de vue sécuritaire, où ils ont trop voulu aller sur ce que faisait la droite au lieu d'essayer d'aborder ce thème avec un point de vue de gauche. Faut dire qu'on est juste après le 11 septembre et qu'on sent bien que le terrorisme va être une thématique centrale dans la politique des années 2000. Et déjà, on insiste sur la place du fanatisme islamiste dans ce terrorisme. Et c'est ça qui va commencer à générer des couacs. Parce que la gauche, jusque-là, c'est la défense de tous les opprimés, des pauvres, des discriminés. C'est touche pas à mon pote. Et le PS se perçoit comme antiraciste. Là, c'est Mélenchon, là, pour les personnes qui savaient pas, voilà. Mais oui, le PS et la gauche en général a toujours eu des valeurs antiracistes, des valeurs sociales, d'un côté Parti Socialiste, il y a peut-être un lien, mais des valeurs humanistes en règle générale. Le problème, c'est que la gauche du PS a eu des valeurs humanistes, mais très républicaines, à la fois républicaine, laïcard à fond, en mode teubé, en mode il faut être laïque, la religion c'est pas bien, il faut être laïque. Alors qu'on pourrait tout simplement se dire, chacun fait sa religion comme il veut, tant que c'est dans le respect d'autrui et des lois, tout simplement. Et il y avait aussi le côté à l'époque du PS, certes très, non c'est pas bien d'être raciste, il faut que tout le monde s'aime et tout, mais très bisounours, que ce soit SOS racisme, touche pas à mon pote, tout ça, avec pas mal de récupération politique en plus, pour rajouter un peu de sucre sur le gâteau. Beaucoup de récupération politique, une façon de dire et de faire très naïve, la France de Jamel Debbouze en fait si vous voulez, la France du vivre ensemble, du on peut tous parler, tout ça, c'était ce que prenait le PS, mais le problème c'est que sans actes concrets, sans politique concrète, et avec juste un discours de surface de oui mais faut pas taper les Arabes, par contre dès qu'on entend un Allah est grand, alors là tout de suite, ah attention le terroriste, Marine Tondelier, pardon excusez-moi, mal à la gorge, et là on voit qu'en fait c'est beaucoup de la posture, et qu'au final le fond idéologique, il est un peu fragile, et ça a été un gros problème de la gauche et principalement du PS à l'époque. Tu vois, ils veulent la France black blanc beurre. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs.
Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de gauche. Horrible ce mec, horrible. Il faut quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Mais moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'il foutait au PS, ce gars? Qu'est-ce qu'il foutait au PS? Je veux dire, il a tout du mec UMP républicain. Il a tout de ça. Je veux dire, ça aurait pu être un ministre de Sarko, ça m'aurait pas choqué. Qu'est-ce qu'il foutait au PS? Par opportunisme? Par valeur qu'il a finalement perdu avec le temps? J'en sais rien, mais Valls, vraiment, il a rien à foutre au PS. C'est même pas un mec comme Jospin ou comme Hollande qui a quelques valeurs de gauche, mais le reste, c'est, voilà, bizarre, tout ça. Non, lui, c'est vraiment un mec de droite. C'est un délire. Et tout ça en votant la loi laïcité de 2004. Une loi qui dit interdire les signes religieux ostentatoires à l'école. Bon, alors que en réalité, le but, c'est d'interdire le voile. Ah, et ça, à l'époque, on en avait bien entendu parler, parce que, bizarrement, si t'avais une croix, si t'avais un truc comme ça, on s'en battait les couilles. Par contre, faut pas se mentir, vraiment le voile qui était le cheval de bataille de ce genre de loi. Et à l'école, qu'est-ce qu'il y en avait des batailles pour faut enlever le voile, gna 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 gna. Moi, à l'époque, j'étais un peu con, j'étais en mode, bah oui, faut enlever le voile, on est laïque, tout ça. Alors qu'en vrai, on s'en branle. En vrai, qu'est-ce que ça peut te foutre que la meuf, elle mette son voile? Je veux dire, on voit son visage, tout ça. Et surtout que cette loi, elle était vraiment là pour faire chier les musulmans plutôt qu'autre chose. Et c'était le prémisse de ce qu'il allait avoir plus tard avec l'hijab, avec la baya, avec JPP, la saucisse. Donc voilà, déjà à ce moment-là, on fait des lois d'apparence générale qui, en vérité, ciblent spécifiquement les musulmans. Et à ce moment-là, les musulmans, ils commencent tout juste à être considérés comme solidaires d'office d'actes terroristes par les politiques et les médias. Et ça, c'est un truc de ouf de se dire que s'il y a un terroriste musulman, tous les musulmans de France doivent s'excuser. Tous les musulmans de France doivent condamner. Par contre, quand c'est un chrétien, un juif ou un athée, bizarrement, on va pas demander aux chrétiens, aux juifs ou aux athées de condamner le terroriste chrétien, juif ou athée. Il y a que pour les musulmans. Et dès le début, en fait, parce que 2001, oui, d'accord, c'était énorme, c'était un truc comme ça, mais en vrai, ça aurait été une attaque chrétien extrémiste sur les deux tours. Vous pensez vraiment qu'on aurait demandé aux tout chrétiens de France ou des États-Unis ou ce que vous voulez de se désolidariser? Bien sûr que non, c'est que parce que c'est des musulmans. Bon, on n'est pas au stade de harcèlement continu dans lequel on vit aujourd'hui, mais c'est une alerte. Du coup, en janvier 2005, il y a l'appel des indigènes de la République qui viennent mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et contestent fortement le PS et son pseudo-antiracisme. L'appel revient sur cette question de l'interdiction du voile à l'école et il déclare que la France est toujours un État colonial et que l'égalité y est un mythe. Parce qu'à l'époque, toute la classe politique conteste. Pourtant, en automne 2005, il y a la mort de Zied et Bouna, traqués par la BAC comme des animaux pour finir dans un transformateur électrique. Et là aussi, ça secoue la gauche. Et c'est l'une des choses qui a fait c'est la chose qui a enclenché les émeutes de 2005, qui rappelle malheureusement les émeutes suite à la mort de Naël. Et on voit que à l'époque, le climat politique et médiatique était beaucoup moins horrible qu'aujourd'hui, parce que ça a été traité sérieusement, ça a été traité sans être en mode oui, c'est la faute des musulmans, pas tout et gna. Il y en avait évidemment qui crachaient sur les musulmans et qui condamnaient tout ça, mais c'était pas le discours majoritaire. Et à l'époque, il y avait un vrai débat là-dessus, alors qu'aujourd'hui, après Naël, à part sur Twitter, sur les journaux télé, c'est beaucoup bon, Naël, on le condamne, mais à quel point on le condamne, tu vois? La question, c'est même plus est-ce qu'il faut condamner ou pas sa mort. Je caricature, mais tu vois l'idée. On est entre le faut soutenir la police et le ah, quand même, ils avaient 15 ans, ils ont brûlé vif, c'est bizarre pour le pays des droits de l'homme. À ce moment-là, les deux camps arrivent encore à se maintenir au sein du PS, et pourtant, la même année, il y a un autre événement dans un tout autre registre qui va scinder le PS en deux, c'est le référendum TCE, avec Valls et Mélenchon qui sont contre, et DSK et Hollande qui sont pour. En fait, le PS, il est fracturé sur de nombreuses lignes. D'où l'importance déjà d'avoir une ligne claire, d'avoir un cap clair depuis le début, et d'où la dangerosité d'avoir un appareil comme le PS qui laisse beaucoup trop parler ses cadres et tout machin. Sur certains points, c'est très bien la démocratie, moi j'adore, mais il y a ce côté de c'est parce que Mitterrand a trop écouté son aile droite et que l'aile gauche n'avait pas assez de choses à proposer à l'époque, c'est vrai. C'est parce que Jospin a trop écouté son aile droite, l'aile Valls, etc. C'est parce qu'ils ont mis Ségolène, parce que machin, etc. que ça s'est foiré. Si jamais ils avaient pu s'écouter leur aile gauche en disant on est de gauche donc on reste de gauche et on tient la barre et la valeur, bah peut-être que le PS ils auraient toujours Mélenchon chez eux et ils feraient peut-être pas 2% aux élections aujourd'hui. Sur commune au PS avec Ségolène Royal. Bon, c'est la dernière fois que ce sera le cas et le programme de Royal, il porte la marque des fractures à l'époque, puisque elle propose à la fois le SMIC à 1500 € et un encadrement militaire pour les jeunes délinquants, d'ailleurs sûrement embrigadés par les mangas. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bon, elle perd l'élection et dès 2008 se mettent en place deux gauches niveau PS.
Celle de Hollande, résolument soumise au marché capitaliste, en gros c'est du Sarkozy mais en gentil, et celle de Mélenchon, plus radicale contre le marché, mais pas forcément plus antiraciste. C'est très bien résumé, c'est très bien résumé. Hollande c'est vraiment Sarko en gentil, et Mélenchon c'est vraiment le PS un peu plus radical, mais pas radical, extrême gauche, hein, faut arrêter. C'est vraiment le PS en mode ce que devrait être le PS à la base, mais c'est vrai que Mélenchon en termes d'antiracisme, en termes de laïcité, tout ça, en termes de la République, il a quand même vachement évolué sur la question avec le temps, hein. Il est pas le mec qu'on connaît aujourd'hui depuis le début, hein. Mais c'est justement intéressant de voir qu'en fait on peut changer, on peut, en bien ou en mal, hein, attention, mais on peut s'instruire, on peut écouter, on peut apprendre des autres, pas rester dans ces carcans de merde, et petit à petit évoluer, et c'est important de le voir. Et en parallèle, les débats n'en finissent pas, hein. Par exemple, en 2010, Ilham Moussaïd se présente pour le NPA dans le Vaucluse avec un voile. Et bon, là, c'est encore compliqué à gauche, hein. Il y a Aubry ou Mélenchon qui disent que c'est une erreur parce que c'est religieux, tandis que Besancenot défend ce choix de représenter aussi les femmes portant un voile. Tout ça alors que des anciennes du MLF, le mouvement de libération des femmes, accusent le NPA d'adhérer à un symbole d'oppression des femmes. Eh, c'était il y a longtemps, hein, tout ça. Ah, c'était il y a longtemps, tout ça, hein. C'était il y a longtemps. Parce que Mélenchon qui condamne une femme voilée et les féministes qui disent que le voile, c'est que une oppression de la femme, ah, ça a changé, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, Mélenchon, il comprend très bien que le voile, c'est aussi une question de choix et que c'est une question de pluralisme de notre France qui est justement, qui devrait être la force de la France, ce pluralisme, à la colonisation, hein, il l'a théorisé. Et les féministes aujourd'hui, de plus en plus, à part les racistes, mais bon, c'est ça qui est bien, c'est qu'on écrème les racistes des vrais féministes. Les féministes sont de plus en plus, bah écoute, mon corps, mon choix, donc par logique, si elle a envie de mettre le voile, eh ben elle fait ce qu'elle veut. Le problème, c'est qu'on oblige une femme à mettre ou ne pas mettre quelque chose. Quand on oblige à mettre le voile, c'est un problème, mais quand on oblige à ne pas le mettre, c'est aussi un problème. Quand on dit aux femmes, vous avez pas droit au croc-top, c'est un problème. Quand on dit aux femmes, vous avez pas droit à la baya, c'est un problème. C'est ça, en fait, tout simplement. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus confus. Mais on a dû mettre du temps, hein. Ça a été long, hein, de comprendre, d'expliquer, tout ça. C'est vraiment une bataille qui s'est pas fait en un jour. On en était à là, ouais. Bref, plein de questions auxquelles la gauche peine à répondre, hein. Ah. En 2012, la gauche de Hollande gagne l'élection. Et très vite, Hollande, bon, vous savez, hein, il est vu comme un traître. Il applique pas ses propositions, il va signer un pacte de responsabilité pour encore plus soumettre le pays au marché. Il nomme Premier ministre le promoteur du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon bref, c'est n'importe quoi, hein, et personne ne dit à gauche que Hollande est de gauche. Le problème, c'est que, ben, c'est le président sous l'étiquette Parti Socialiste, le premier parti de gauche à l'époque. Donc fatalement, bah même si la gauche, en tout cas une grande partie de la gauche, ne voit pas en Hollande quelqu'un de gauche, eh ben pour le grand public, qui s'y connaît pas trop en politique, ils vont juste faire le rapprochement. Hollande est au Parti Socialiste, le Parti Socialiste c'est de gauche, donc Hollande fait de la merde en étant de gauche. Et ça encore plus quand il va décider de nommer Manuel Valls Premier ministre. Là vraiment, un cap est franchi parce que bon, la ligne Valls, c'est clairement du Sarkozy low cost. Il parle de sécurité en permanence et s'attaque à tout le reste de la gauche en disant que c'est des irresponsables. Moi, je ne peux pas gouverner avec ceux qui considèrent que François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy, ou que Manuel Valls, c'est pire que Jean-Marie Le Pen. Il parlait un peu comme Hollande, là, non? Pour Valls, la gauche peut mourir et doit donc réduire les dépenses publiques, hein, baisser la fiscalité, enfin bref, faire une politique de droite, quoi. Ce qu'il va s'employer à faire à Matignon. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche. Et il faut l'assumer. Mais c'est vraiment la voix de Hollande. C'est trop bizarre. Ils ont mis un truc filtre ou... Bref, non mais Hollande et Valls, ils ont vraiment foiré le pays. Ils ont tellement foutu la merde, ça aurait pu tellement mieux se passer. Ne serait-ce que si... Je parle pas forcément de faire un programme antiraciste, anticapitalisme, révolution, communisme, anarchisme, ce que tu veux. Non mais juste faire ce qu'ils ont promis. Juste faire une politique de centre-gauche. Rien que ça aurait tellement tout changé. Après, peut-être pour le pire, hein. Ça se trouve, on n'aurait peut-être pas eu Macron, mais ça se trouve, on aurait eu Fillon, ça se trouve Mélenchon serait pas allé aussi haut, et donc on aurait eu une gauche toujours un peu molle, de centre-gauche, mais bon. En tout cas, dans ces années-là, ça a fait beaucoup de mal. Puis il allait pas s'arrêter en si bon chemin, Hollande, hein. Vous connaissez l'histoire, il nomme Macron, il fait la loi de destruction du travail de 2016, et puis bon, bah là, tous ceux qui n'avaient pas encore bien ça en tête comprennent bien que le PS, en fait, n'en a rien à faire des droits des travailleuses et des travailleurs. Ah non, mais le PS, de toute façon, surtout de cette époque, c'est vraiment de façade on est de
gauche, mais dans les actes, on fait que des trucs de droite. Le seul truc qui différencie un peu de Macron, j'ai l'impression en tout cas, c'est qu'on pouvait un peu plus se plaindre et un peu plus manifester, ou même dans les médias, dire ce qu'on pensait sans qu'il y ait cette atmosphère de tu vas te faire taper dessus. Un peu plus. Ils essayaient un peu plus de garder les apparences de gauche. Un peu plus. Mais quelle époque horrible, quelle époque horrible. Pourtant, la ligne Valls va réussir un tour de force. Au moment des attentats de 2015, elle va faire une récupération politique de dingue et s'attribuer toute seule la défense d'une valeur qui marche bien, la laïcité. Bon, rappelons que la laïcité de 1905, c'est surtout la séparation des églises et de l'État dans leur volet pouvoir. En gros, un pouvoir religieux n'est pas censé être mêlé à un pouvoir politique en France. Bon, et pourtant, ça ne nous empêche pas aujourd'hui encore de financer des lieux de culte ainsi que leur personnel et l'enseignement religieux en Alsace-Moselle à travers le Concordat. Ça, et puis quelques autres petites exceptions mises en place par le régime de Vichy. Et j'imagine que c'est pour tout type de religion, ce genre d'exception. Pour les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes et tout. Évidemment, ça va pas être que pour les chrétiens, t'imagines? Bon, alors pour se détacher d'une gauche plus radicale à la Mélenchon, voire la Poutou, et pour récupérer des voix plus à droite, genre Bayrou ou Sarkozy, les socialistes doivent se trouver un cheval de bataille. Donc 110 ans après la loi de 1905, la laïcité va devenir toute l'identité assumée de cette gauche capitaliste de Hollande. Bon, en même temps, moi je pense que ça s'explique, je pense qu'il a juste trouvé le bouquin de Machiavel en tombant dans la truffade, là, bon, et bah quoi, diviser pour mieux régner, ennemi intérieur, tout ça, on connaît. Puis c'est bon la truffade. Bon, blague à part, Valls et ses petits potes, là, prennent un principe républicain, le déforment et en font leur marque de fabrique. Et ça va être quelque chose qui va se gangréner dans toute la société au fur et à mesure des années. Parce que avoir un homme de paille, avoir un bouc émissaire et défendre des principes qui de base, quand on dit le nom, ça a l'air bien la laïcité, ça a l'air bien défendre la République quand on dit ça comme ça. En fait, c'est juste une façon détournée pour tout mettre sur la gueule d'un groupe, à savoir les musulmans là en l'occurrence, pour pouvoir de l'autre côté faire des magouilles et que les gens, au lieu de se plaindre des magouilles, des cadeaux au patron, etc., bref, la politique vasselande, eh ben on va se plaindre des musulmans. Et ça se fait toujours aujourd'hui. Bon, et ce qui les intéresse là, c'est pas les valeurs que porte la loi de 1905, mais c'est plutôt ce qu'ils peuvent en faire. Diviser en montrant du doigt les pratiquants spécifiques d'une religion, l'islam. Moi je suis française, que vous vouliez ou non, donc bon, vivons heureux ensemble quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 2016 avec un pouvoir politique qui fricote avec l'Arabie Saoudite à gros coups de contrat juteux, alors que c'est un des pires régimes islamistes du monde. Et c'est toujours ça, c'est ouin l'islamisme, ouin, les méchants musulmans, mais à côté, si le Qatar, si l'Arabie Saoudite, si machin veut faire des trucs, pas de problème. Par contre, les pays pauvres musulmans, puis même avant Hollande, on se rappelle de Kadhafi et de Sarko, pas nouveau. Et tout ça en se faisant héros de la laïcité avec du coup la fondation du printemps républicain. Bon, et si vous avez d'autres exemples de contradictions de Valls et Hollande sur la laïcité, vous pouvez nous les partager en commentaire et puis lâcher un pouce et un abonnement tant que vous y êtes. Il y a la suite qui est déjà sur le feu. Bon, alors le printemps républicain se monte en 2016 avec un manifeste qu'ils mettent sur leur site avec une prétention truc de ouf. Et alors là, c'est le moment de sortir le bingo spécial France, parce qu'on a la cocarde et la Marianne sur le logo, et on met le manifeste sous le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Attends, c'est ça leur page? Elle est dégueulasse. Oh là là, elle est dégueulasse. Ils auraient dû engager un mini-maker YouTube, parce que c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Rien que le manifeste, on dirait qu'il a été fait sur Paint. C'est dégueulasse, en plus d'être complètement con leur truc. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment MS Paint l'image, c'est dégueulasse. C'est horrible. Ça a été payé combien cette merde? Oh là là! Bon, ce manifeste, il commence en parlant du terrorisme islamiste et il reprend le discours habituel de l'attaque de la République et de ses valeurs. Vraiment, aucune explication géopolitique, pas de revendication claire non plus, mais ça annonce la couleur. C'est marrant de voir à quel point quand même, tout ce qu'ils disent là depuis tout à l'heure, tout ce qu'elle dit, c'est quand même très ressemblant à ce qui se passe dans les médias depuis. Avec oui, il faut condamner, sans réexpliquer le truc géopolitique, tout ça, juste non mais la République, la laïcité, non, il faut condamner le Hamas, le genre de truc. Et surtout à la toute fin, juste après avoir dit que les discriminations c'est pas bien, eh bien le manifeste se termine sur « c'est bien ». Pour nous, le principe de l'égalité entre hommes et femmes, et plus encore le combat permanent pour sa réalisation effective, sont au fondement des sociétés modernes. Ils ne sauraient être remis en cause pour des raisons de coutume, de croyance
ou d'opinion. C'est de la branlette intellectuelle leur truc, c'est un délire. C'est juste de la branlette pour dire nous n'aimons pas les musulmans. Parce que désolé, hein, mais des coutumes, des croyances ou des opinions qui vont contre le principe de l'égalité entre hommes et femmes et encore plus contre le combat permanent pour sa réalisation effective au sein des fondements de la société moderne, blablabla. Excuse-moi, mais dans la société française, il y en a plein des coutumes, des traditions, des croyances et des opinions qui vont contre ça. La religion catholique, de la religion chrétienne en règle générale. On en parle du pape qui avait excommunié une mère et sa fille parce que la fille s'était fait V-purple par un gars et qu'elle est tombée enceinte et du coup que la mère est allée faire avorter la fille et le pape l'a excommunié. C'est pas contre les principes d'égalité, combat permanent, tout ça, ça. Par exemple, le fait qu'il a fallu attendre les années combien 80, 90, un truc comme ça pour que, par exemple, la pilule se soit vraiment acceptée dans les mœurs de la société. Par exemple, en France, hein. Non, je sais pas. Mais bon, non, vous avez raison. C'est vraiment que les musulmans qui sont des méchants musulmans et qui sont contre l'égalité homme-femme. Par contre, les autres, ils sont très sympas, vraiment. Bon voilà, donc je crois qu'on a une référence à peine voilée, hein. Voilée. Vous l'avez? Allez, Vous l'avez? Voilà, donc globalement, entre le niqab, le burkini, le voile ou l'abaya, c'est vraiment devenu un marronnier quand les politiques sont en difficulté de trouver des fringues de meufs, si possible non blanches quand même, à accuser de tous les problèmes. Après, on dit si possible non blanches parce que, s'il n'y a pas de fringues de meufs non blanches, en ce moment-là, qui fait l'actu, on va prendre des trucs genre la taille du t-shirt, le croc-top, la taille du short, tu vois, vraiment. Mais non, mais c'est pas possible, ils ont dit qu'il fallait faire de l'égalité femmes-hommes. Enfin, pas possible. Vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Et ça, vraiment, en fait, c'est le programme assumé du printemps républicain. Déjà à l'époque. Le manifeste, il va être publié dans le magazine Causeur, le torchon d'Elisabeth Lévy. Mais c'est un cadeau, bordel! Mais c'est dingue de dire ça! On retrouve dans les membres et les soutiens Laurent Bouvet, le fondateur aujourd'hui décédé, Elisabeth Lévy, Amin El-Khatmi, aujourd'hui président du Printemps républicain. Cette gauche qui préfère Baraka City à Charlie Hebdo, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui traite Elisabeth Badinter d'islamophobe, et qui préfère désormais la lutte des races à la lutte des classes. Mais frérot, je préfère 1000 fois Traoré à Mila, hein. Surtout quand tu vois ce qu'elle est devenue Mila. À l'époque, je peux comprendre qu'il y avait une confusion, mais bon, voilà. Et la lutte des classes va avec la lutte des races, justement. Parce que je sais pas si t'as lu ce petit truc, hein. Voilà, je pense que niveau de lutte des classes, on est pas mal. Mais dans le manifeste du Parti communiste, où est la dernière page? Alors, le manifeste, il se finit là, parce qu'après c'est la lutte des classes, justement. Dans le manifeste du Parti communiste, la dernière phrase c'est quoi? Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc si on dit tous les pays, ça veut dire que la lutte des classes et la lutte des races, waouh, ça va ensemble. Espèce de con va. Non mais c'est un délire quoi. Putain, les rouges bruns casse-couilles là qui disent non mais on s'en fout de la lutte des races et on s'en fout du féminisme. À l'époque franchement je pouvais comprendre à la rigueur, mais aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent comme ça, c'est terrible. Non mais c'est fou quoi. Si jamais tu veux que la lutte des classes elle aille mieux, bah il faut que les minorités, les personnes exploitées, les personnes ostracisées, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur genre, peu importe tout, en fait il faut que ils s'unissent. Si jamais tu dis non d'abord on pense aux classes et après on pense aux races, mais frérot, on peut penser à tout le monde en même temps. Ça aura pas trop mal réussi à Mélenchon depuis qu'il fait ça à gauche, excuse-moi, 22%. Le PS il en était où au même moment? Ah oui, 2%. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Enfin bref, très majoritairement des membres éminents de la bourgeoisie médiatique et littéraire. Ces gens appellent à une manifestation qui aura lieu le 20 mars 2016 et qui va regrouper toutes les nuances du valsisme, on va dire ça, alors que le mouvement contre la loi El Khomri, avec les nuits debout... La loi Macron. La loi El Khomri, c'est à moi Macron, hein. N'oubliez jamais ça les gens. Et tout ça est tout juste en train de commencer. Ah, la période nuit debout, la période on vaut mieux que ça. En vrai, moi j'y pense avec nostalgie, parce que c'est vraiment une période où on croyait naïvement que, avec du dialogue, avec des assemblées, avec des grands mouvements, on pouvait encore faire quelque chose, sans comprendre que sans le rapport de force, en fait, ça sert à rien. Mais c'était une période quand même mouvementée, mais mouvementée light. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où vraiment c'est le bordel et tout. Il y avait encore le truc de... Tu sentais encore les relents de l'ancien monde. Avec Macron, on est vraiment passé à une autre étape, quoi. C'est peut-être le truc fondamental à retenir sur le printemps républicain. Dès sa fondation, il est le symptôme de la perte d'identité des politiciens autour de Valls et Hollande. Mais il est aussi une formidable diversion des enjeux sociaux. Il est créé et repris médiatiquement pour détourner l'attention
font des mobilisations contre la loi de destruction du travail, vraiment parce qu'il répond à des attentes médiatiques. En 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail. Suspense! De quoi va-t-on parler? Et récemment, manifestation de réforme contre la réforme des retraites, grand débat sur la baya, grand débat sur les musulmans, tout ça, on connaît. Et le pire, c'est que les gens sont à voir. Et le pire, c'est que tous ces partis là qui ont joué ce jeu de regardez les musulmans pendant qu'on fait nos trucs à côté sur les retraites, sur les patrons, sur les entreprises et tout, bah ils font le jeu du RN, ils font le jeu du FN, comme à chaque fois. Et là on le voit, hein, depuis les années 2002, ils sont de plus en plus puissants. Et les partis traditionnels qui ont fait ce jeu-là, bah ils sont de moins en moins puissants. Et les seuls qui arrivent un minimum à sortir leur épingle du jeu, bah c'est ceux qui sont droits dans leurs bottes, dans leurs valeurs et qui tiennent bon malgré des insultes médiatiques, malgré un courant médiatico-politico-social vraiment dégueulasse en ce moment, mais ils arrivent à faire 22%. Ce sont des bourgeois qui s'en foutent complètement des dégâts du capitalisme et qui se sont trouvés un petit hobby qu'ils imaginent être populaire. Taper sur les musulmans. Un hobby qui va faire écho dans toutes les années suivantes, dans tout le monde médiatique, dont une bonne partie va adhérer, sinon au parti, au moins à l'obsession laïciste du printemps républicain. Et oui, parce que beaucoup de gens qui étaient potentiellement pour le truc du laïcisme, du printemps républicain, anti-musulman, tout ça, bah ils vont pas aller au PS, parce que c'est trop de gauche pour eux. Ils vont aller soit avec le FN, soit avec la droite traditionnelle, voire certains chez Macron. Pourquoi ils iraient au PS? C'est les gauchistes dans leur tête. Non, je veux finir ma phrase. Je veux dire une chose. C'est que moi, je ne discuterai plus tant que les gens ne seront pas capables et n'auront pas envie d'entendre un propos complexe. Lol, Elisabeth Lévy croit qu'elle a des propos complexes. MDR. Bon, il faut quand même pas oublier que le printemps républicain, quand il se crée, il a déjà des gros relais d'influence. Le principal à l'époque, c'est évidemment Manuel Valls. Sa candidature aux primaires socialistes de 2017, bon, c'est un peu une version dopée aux hormones de celle de Royal en 2007. Elle a plutôt des propos distro, non mais c'est ça, c'est vraiment... Eh ouais, j'ai toujours dit de toute façon, ils sont chiants, on est plus chez nous, on peut le dire, on est plus chez nous, on est plus chez nous. Ah, c'est vraiment ça, Elisabeth Lévy. Ah, vraiment, mais comment cette meuf, elle peut être invitée? Moi, ce qui me tue en plus, c'est qu'avant, on sautait de la gueule d'elle. C'était une blague, cette meuf. C'était une blague. Elle, Ethoven, tous ces mecs-là, là. C'était des blagues, et maintenant, les gens les prennent au sérieux. Que les politiques les prennent au sérieux, que certains médias les prennent au sérieux. Ils sont cons, pourquoi pas, mais maintenant, on se fait tellement gaslight, on se fait tellement avoir que même le peuple commence à prendre tout ça au sérieux. Et finalement, c'est Emmanuel Macron qui est élu, et Manuel Valls est récupéré là-dedans comme la 5e roue du carrosse, en trahissant au passage. Bon, la trahison, c'est sa spécialité en même temps. Quoi? Manuel Valls, c'est un traître? Mais qui aurait pu prédire? Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein? On en est même au point où le Manuel Valls, député macroniste de 2017, là, il va partir à Barcelone pour devenir conseiller municipal. Bon, voilà, le printemps républicain est bien embêté parce que son poulain les a pas menés très loin. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Donc le mouvement va jouer d'autres cartes, et puisque c'est comme ça que Macron a gagné, eh bien la piste sera médiatique. Mais ça, on en parlera dans le 2e volet de cette trilogie sur le printemps républicain. Bah écoutez, c'était cool, c'était très très cool, moi je trouve. C'est toujours important, je trouve, de rappeler pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui avec le printemps républicain, avec en fait ce courant mortifère de fascisme, d'islamophobie permanent, le truc de dans les médias, dans la classe politique qui est de plus en plus horrible en fait, et t'as l'impression que vraiment on vit encore moins dans le même monde qu'avant. C'est un délire. Ce truc de t'es musulman, t'es forcément suspect, même envers des gens qui il y a 10 ans auraient été en mode mais non c'est bon on s'en bat les steaks. Vraiment, bref comme d'hab, Valls, Hollande ont vraiment quasiment tué la gauche, ils ont accéléré le racisme dans ce pays et le capitalisme conquérant, bref, Valls et Hollande, un PB. Tout va bien.